Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle est un terrain d'aviation flottant qui peut franchir 1000 km par jour. Son équipage, fort de 2000 marins, comprend aujourd'hui 120 femmes. Une nouvelle façon de vivre pour des marins qui ont vécu entre hommes pendant des siècles. Ces jeunes femmes sur le pont d'envol représentent non seulement 10% de l'équipage du Charles de Gaulle, mais travaillent dans les 40 spécialités propres à un porte-avions nucléaire. Parmi les femmes marins du Charles de Gaulle, nous avons distingué Pascale Olive. Jeune enseigne de vaisseau, son métier consiste à catapulter les super-étendards, soit propulsés, une masse de 15 tonnes en vol, et de le faire passer ainsi de 0 à 290 km/h en 2 secondes. La vie du pilote dépend de sa décision ultime. C'est mon travail à la mer. Je suis chargée du lancement des avions au niveau de la catapulte. Et donc moi, je suis chargée de surveiller toute la séquence en tant qu'officier de catapultage et c'est moi qui appuie sur le bouton feu en dernier ressort. Feu! Moi, je suis passée par l'école militaire de la flotte. C'est une formation qui dure 3 ans en comptant l'école d'application sur la Jeanne d'Arc. Le travail au niveau des installations aviation, je commence. En fait, je sors de l'école, je suis là depuis le mois de début juillet. Et depuis début juillet, j'apprends mon travail. C'est pas le premier porte-avions que je fais. Vous étiez sur lequel avant ? Sur le Clémenceau. Oui. Et ça s'est toujours très bien passé. Je pense qu'à partir du moment où on fait son travail et qu'on ne cherche pas à créer une différence, tout se passe bien. Au début, il y a eu une petite crainte. J'ai eu des échos disant qu'ils appréhendaient un petit peu mon arrivée. Et puis maintenant, tout se passe très bien. À votre rang, amiral, comment s'est située la décision de féminiser les bateaux de surface de la Marine nationale ? Eh bien, il y a quelques années, le chef d'état-major de la Marine s'est posé la question du futur des effectifs dans les 30 prochaines années. Et il a considéré qu'il était néfaste pour la Marine de se priver d'un recrutement de qualité que pouvait représenter le personnel féminin. Et il a donc pris la décision, sans y être le moins du monde obligé par des lois qui existent maintenant, d'entamer un processus d'adaptation et de recrutement de personnel féminin. C'est quand même la première fois qu'il y a 120 femmes sur un bateau de guerre. Parce que normalement, sur une frégate, il y a certaines frégates qui sont féminisées. Il y a 20 ou 25 femmes, ou peut-être 30. Alors là, il y a quand même eu 120 femmes. Je pense que le premier moment de curiosité passé, on s'est très vite rendu compte que les femmes avaient les mêmes compétences, vu la même formation que les hommes. Et donc, en fait, ça s'est très bien passé. Un de vos patrons ici, un major, a 32 ans de marine. À votre avis, comment a-t-il assisté à l'arrivée des femmes dans la marine ? Je pense qu'il y a peut-être dû avoir peur au départ, mais en tout cas, il ne nous le montre pas. On le considère un peu comme un père. Je pense qu'il a de beaux conseils et il nous demande toujours comment allez-vous, est-ce que vous vous sentez bien. Il est un vrai père. Major, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre famille, lorsque vous avez annoncé à votre épouse que des femmes arrivaient sur vos bateaux ? Cette fois-ci, pas grand-chose, puisque j'étais déjà habitué. Il y a 15 ans, j'étais sur un bâtiment, l'île d'Oléron, où nous avons féminisé déjà en partie. À ce moment-là, oui, ça a été un petit moment de recul lorsque je lui ai annoncé, tu sais, nous allons embarquer 15 filles à bord. Je crois qu'elle a un peu appréhendé à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle appréhendait entre nous ? Qu'est-ce qu'elle appréhendait ? Vous savez, lorsque vous faites plusieurs semaines de mer, vous vivez en cercle fermé avec des jeunes filles, il y a des tentations. Et puis, il y a quelques, comment pourrais-je dire, quelques liens qui se créent inévitablement. Le fait de savoir qu'il y avait des femmes embarquées avec leur mari créait effectivement des jalousies.
Et nous avons eu un exemple où quelques femmes ont téléphoné au commandant du bord à l'époque et leur a demandé de nous débarquer. Les états d'âme des épouses de marins sont aujourd'hui dépassés. Les femmes qui ont embarqué sur les bateaux de guerre y sont restées. Ici, à bord du Charles de Gaulle, nous notons que c'est à compétence égale que se crée l'ambiance entre hommes et femmes. Cela dit, les comportements humains sont respectés à la lettre. Si les femmes du porte-avions savent conserver leur féminité naturelle, elles n'en feront pas un usage provocateur. La sobriété est de rigueur dans tout le bord, car ces femmes savent qu'elles sont observées et détaillées par 90% de l'équipage masculin, soit 1800 garçons de 25 ans en moyenne. Voici exactement ce que vous verriez si vous étiez à la place du pilote de ce super-étendard qui doit se poser sur le porte-avions qui apparaît sur la mer. Imaginez la même scène de nuit, par mauvais temps, sous la pluie et les rafales de vent, en limite de carburant avec un seul appontage autorisé. Un porte-avions est loin d'être un navire de croisière. Ce matin, la houle de l'Atlantique est profonde et le pilote du super-étendard doit poser son avion sur une piste qui monte et descend avec une amplitude de 1 degré, soit 4 mètres de ballon. L'objectif pour le pilote étant de se poser sur un pont qui tangue à 17 mètres au-dessus du niveau de la mer et de saisir l'un des 3 brins d'acier qui ramènera la vitesse de l'avion de chasse de 290 km/h à l'arrêt brusque en moins de 100 mètres. Plus bas, dans le ventre du Charles de Gaulle, Sandrine, second maître, s'active sur un missile. Elle fait plus d'efforts que nous. C'est lourd, c'est assez dangereux. Donc c'est un homme et on pense plus apte. Donc elle doit faire plus ses preuves, plus de travail. Et en fait, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas vrai, elle le fait aussi bien que nous. Et elle n'a pas de problème. Bon, la bombe que vous préparez là, c'est une bombe... 125 kg. 125 kg. Oui. Que vous allez monter sur un super-étendard. Oui. Enfin, c'est moi qui vais le monter. Avez-vous tout de même le sentiment que ce que vous faites est dangereux? Je dirais qu'on l'a appris en cours que c'était dangereux. Maintenant, on vit avec et on a toujours un peu le danger qui fait qu'on se trompe pas et il faut toujours qu'il soit là de toute façon pour nous rappeler à l'ordre. On l'a testé, mais normal, comme toute autre personne qu'on est tous. On se teste, on s'évalue. D'accord, plus les demoiselles, parce qu'elles sont attendues, plus contrôlées, mais ça est très bien sorti. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans. Lorsque vous avez dit à maman et à papa que vous étiez dans la soute aux munitions, qu'ont-ils dit? Ils étaient fiers. De toute façon, que ce soit la soute à munitions ou pas, c'était mon choix. Ils l'ont respecté et ils sont très heureux pour moi que je sois là et que ça me plaise. Le missile Air-Mer 39, affrété par le second maître Sandrine Valette et ses compagnons de soute, est monté sur le pont d'envol pour être accroché sous l'aile d'un super-étendard. Sandrine se confond parfaitement dans ce groupe typiquement masculin. Même t-shirt, même casque de sécurité. Ici s'exprime le travail quotidien de cette jeune femme, bachelière, engagée pour 8 ans dans la Marine nationale, qui espère devenir plus tard officier. Électromécanicienne diplômée, elle évolue, seule fille, au sein d'un groupe de 14 garçons. Une intégration faite d'observations mutuelles, comme le constate le médecin du porte-avions, une autre femme, seul officier supérieur du bord. Ce que j'ai pu observer, c'est une certaine curiosité de la part des hommes qui étaient à bord et qui était plutôt positive. Et un petit degré d'appréhension. Ça, c'est ce que j'ai pu observer dans les 2 mois qui ont précédé. Et depuis que les femmes sont arrivées à bord, cette appréhension a totalement disparu. Je croise des gens dans les coursives, les femmes sont détendues, les hommes sont détendus, il semble qu'il y ait une communication vraiment parfaite. Et je ne ressens plus du tout cette appréhension des hommes à travailler avec une femme ou à donner des ordres à une femme ou à en recevoir d'une femme. Je trouve que les gens sont très naturels entre eux. À l'embarquement, longue durée, vous constatez que l'une de ces femmes est enceinte et vient vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord j'essaierai de confirmer cette grossesse puisque nous pouvons faire des tests de grossesse à bord. La situation de grossesse contre-indique, pour des raisons assez évidentes de sécurité de la mère et de l'enfant, contre-indique complètement l'embarquement, que ce soit sur le Charles de Gaulle ou une autre unité. Donc elle sera débarquée. Alors, vous allez me demander immédiatement, on attendra très probablement l'escale suivante. Ça n'est pas, on n'est pas à 2-3 jours près. Même à 15 jours.
Non, on le programmera sans interrompre la mission de la façon la plus rapide possible à partir du moment où on l'aura constaté. Alors j'ai appris que vous étiez la seule maman à bord. C'est un scoop pour moi aussi. C'est une responsabilité. À quel niveau? Au niveau de votre enfant d'abord. Au niveau de mon enfant, oui quand même, oui. Mais j'ai un mari qui est assez compréhensif. Un bébé de 2 ans a besoin de sa maman tout de même. Oui, bien sûr, mais nous on fait partie des couples modernes, on se partage les tâches. Et papa joue aussi bien le rôle de la maman que maman le rôle du papa. Donc pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Est-ce que l'équipage du Charles de Gaulle sait que vous êtes maman? Oui. C'est mitigé. Il y en a qui sont choqués, il y en a qui sont admiratifs. Il y en a qui me disent que j'ai du courage. Et la réaction des femmes? Des femmes? Oui. C'est pareil, c'est mitigé. Elles me disent que par rapport à leur opinion à elles, elles ne pourraient pas le faire. Moi, j'ai réussi. Bien, nous sommes dans le hangar des avions du Charles de Gaulle. Oui. Qu'est-ce que vous faites actuellement sur ce super étendard? Je suis électromécanicienne d'aéronautique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est instrument de bord de l'avion en lui-même et de tout ce qui est calculateur PA, donc pilote automatique, et de tout l'oxygène. Le travail que vous effectuez ici est plutôt un travail d'homme pour l'opinion publique, pour les gens qui découvrent votre travail actuellement. Avez-vous conscience de faire vraiment un métier de femme? Je pense qu'il faut faire ça quand on est jeune et consacrer la vie de famille pour plus tard. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous êtes entré dans la marine il y a combien de temps? À 20 ans. Le Charles de Gaulle franchit l'un des détroits les plus surveillés du monde. À tribord, la côte africaine et le Maroc. À bâbord, l'Europe et le rocher de Gibraltar. L'équipage hors quart, hommes et femmes confondus, s'est regroupé à l'avant du vaisseau amiral. L'instant est historique car pour la première fois, le Charles, comme l'ont déjà baptisé les hommes du pont, pénètre en Méditerranée. Communication de la passerelle, le bâtiment passe actuellement les colonnes d'Hercule par le travers. Brest est à 3 jours de mer derrière nous, Toulon, droit devant. Seznec, vous venez à droite au 181. Gouverner au 183. Gouverner au 183. Commandant, vous venez de confier la route à l'officier de quart, qui est une femme. Oui. Quel est son rôle exact dans cette manip? Eh bien, le lieutenant de vaisseau Seznec est officier chef du quart, c'est-à-dire qu'elle a la responsabilité de la navigation, de la sécurité nautique, de tout le porte-avions, pendant les 4 heures où elle fait son quart. Est-ce que la féminisation à bord de votre porte-avions du Charles de Gaulle a changé les états d'esprit? Non, parce que les femmes sont des marins comme les autres. Et il est certain que la différence audible et non pas visible est simplement que les marins qui aimaient beaucoup les jurons les utilisent plus modérément. Effectuez la relève de barre. Relève de barre effectuée par le quartier-maître Cassin. La barre est en MAC pour AG, en route aux unités, 8 unités. Compensation de gîte, stabilisation activée. Bien. Je suis entrée dans la Marine nationale en 1979 comme volontaire féminine. J'ai fait une année de service national. À l'issue de cette année, je me suis engagée comme officier marinier pendant 4 ans. Officier marinier, c'est-à-dire sous-officier? Sous-officier, oui. Et lorsque M. Ernu a lancé la première féminisation des armées dans les années 86, j'ai passé un concours. J'ai été formée comme officier chef du quart et j'ai navigué sur différents bâtiments qui ont assuré des missions de service public et des missions opérationnelles. Vous avez connu la marine engagée dans les conflits, notamment dans la guerre du Golfe. Oui. Vous l'avez vécu. Oui. De quelle façon? Je l'ai vécu sur le transport de chalons de débarquement Foudre qui a transporté des unités projetables de l'armée de terre jusqu'en Arabie Saoudite en 1991. Vous avez fait abstraction complètement de mari, d'enfant. Vous avez 40 ans, on peut le dire. Ce choix a été difficile en tant que femme. Oui, ce choix a été effectivement un peu difficile, oui, parce qu'une carrière d'officier de marine n'est pas très compatible avec une vie de mère de famille. J'ai trouvé à bord des bâtiments de la Marine nationale un esprit d'équipage que j'ai beaucoup apprécié.
dans lequel je me suis épanouie. Et j'espère dans quelques années m'épanouir autant dans une vie un peu plus personnelle et un peu plus... Familiale. Voilà, exactement. Car quelque part, ça vous manque? Oui, quelque part, ça me manque un peu, oui. Moi, j'ai commencé officier marinier, second maître, sur les dauphins qu'on voit là-bas derrière. Et j'ai fait vraiment des choses extraordinaires. Vous êtes heureuse à bord? Tout à fait. Vous êtes prêt à re-signer? Tout à fait. Je re-signerai bien pour 20 ans. En attendant, la féminisation dans la Marine nationale est effective. 3 femmes ont commandé et commandent des bâtiments à la mer composés d'équipages masculins. Quelques restrictions demeurent, comme un embarquement sur sous-marin. Quant aux couples mariés, ils n'auront jamais leur place à bord. Pour la Royale et son univers masculin, la femme est devenue aujourd'hui un marin à part entière. 500 d'entre elles naviguent sur des navires de combat. À quand la première femme pilote sur porte-avions? La question reste posée.